Bonsoir Président, bonsoir à toutes les personnes qui portent leur attention à ce direct. Une première question de Antoine. Ne pensez-vous pas que Joe Biden a autorisé l'Ukraine à bombarder la Russie pour mettre des bâtons dans les roues à Donald Trump qui souhaite mettre un terme à cette guerre? Que vous inspirent tous les dirigeants occidentaux, notamment Macron, qui lui emboîtent le pas? Alors, c'est le grand sujet du moment, en effet. Donc, le fait que l'Ukraine bombarde la Russie n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que l'Ukraine bénéficie de missiles longue portée. Quand on dit longue portée, d'ailleurs, c'est pas des trucs de très longue portée. Hein. Les missiles attaques les missiles longue portée américains vont entre un rayon d'action qui varie entre, je crois, à peu près 145 à 310 km selon le modèle. Donc, c'est pas un missile à 10 km. C'est un missile qui permet de frapper, surtout dans la partie de la Russie qui a été envahie en partie par l'Ukraine, dans la région de Soudja, près de Belgorod. Eh bien, ces missiles permettent d'atteindre la ville de Koursk, qui est une ville qui est très, très, très chère au cœur des Russes, puisqu'elle porte le nom de la fameuse bataille de Koursk, qui a été la deuxième des trois défaites qui ont mis à genoux le Troisième Reich. La première étant Stalingrad, la deuxième, c'est la bataille de Koursk, et la troisième, c'est l'opération Bagration. Donc ces trois opérations ont détruit le Troisième Reich. Et la ville de Koursk, elle est emblématique de la victoire du grand peuple soviétique vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Donc là, maintenant, avec ces missiles, ils peuvent frapper, en effet, les Ukrainiens pourraient frapper, ils ne l'ont pas fait, ils pourraient théoriquement frapper la ville de Koursk, ils pourraient aussi frapper la ville de Voronezh, Voronezh qui est une ville peuplée, il y a quand même plus d'1 million d'habitants qui sont maintenant potentiellement sous le feu des missiles longue portée ukrainiens. Alors ce qu'a fait Biden, c'est qu'il a autorisé l'Ukraine à le faire. Alors, j'ai vu une polémique. Il y a des gens qui disent « Mais non, est-ce que vous avez vu le décret? Est-ce que vous avez vu la truc? Est-ce qu'il l'a vraiment dit ?» Parce qu'il y a vraiment... Bon, moi, je n'ai pas vu. Il y a des gens j'ai vu quelqu'un qui me sommait de me présenter la déclaration de Biden. Moi, je vois que toutes les dépêches de presse l'ont dit. Je vois que Macron a dit qu'il était tout à fait d'accord alors qu'il venait de discuter le coup avec Biden. Ils sont ensemble à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, pour le sommet du G20. Donc quand même, si Macron dit, alors qu'il est à 2 mètres de Biden, qu'il soutient tout à fait cette décision d'autoriser l'Ukraine à balancer des missiles longue portée, il faut quand même croire que l'information est exacte. Et puis je vois aussi la décision qui a été prise par la Russie, par Vladimir Poutine, par un oukase, par un décret, qui a décidé de modifier la doctrine d'emploi de l'arme atomique, l'arme nucléaire en Russie, et justement en étendant la possibilité d'avoir recours à l'arme nucléaire dans le cas où la Russie serait victime de missiles projetés depuis par des pays ennemis. Alors, pourquoi est-ce que Biden fait ça? Pourquoi est-ce que Starmer le fait? Puisque la nouvelle de cet après-midi, c'est que cette fois-ci, ce sont des missiles donc britanniques qui ont été Storm Shadow, je crois, et qui ont été envoyés, qui sont des missiles britanniques envoyés par l'armée ukrainienne. Et moi, ce que je crains, c'est que le prochain, ça soit un missile Scalp, qui est un missile français, de fabrication française. C'est un peu l'équivalent du Storm Shadow britannique. C'est un peu une collaboration franco-britannique. Je crains que ça soit le missile français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les États-Unis, l'Angleterre et la France apparaissent comme 3 puissances agressives, finalement. Je rappelle que l'Allemagne, pour l'instant, ne veut pas du tout que l'Ukraine utilise les missiles Taurus qu'elle a envoyés. Madame Meloni en Italie, elle est totalement hostile à ça. Donc il y a vraiment 3 pays les États-Unis, l'Angleterre et la France, qui sont des pousses au crime. Quand je dis 3 pays, c'est pas les pays, ce sont 3 dirigeants. C'était 3 sphères dirigeantes. Voilà. D'ailleurs, je crois savoir que Nicolás Maduro, le président du Venezuela, a fait un discours ce matin où il stigmatise l'axe du mal, ce sont les 3 pays, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni et France. D'ailleurs, ça montre à quel point Macron trahit nos intérêts nationaux, parce que sur un sujet comme celui-ci, nous n'avons pas à faire du jusqu'au boutisme.
Alors pourquoi est-ce qu'ils le font? Et qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Parce que quand on parle avec des experts de ce sujet, il y a des avis divergents. En apparence, c'est extrêmement grave. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Quand on regarde un peu, enfin, je vous dis ce qu'on m'a dit, hein, voilà. Quand on regarde un petit peu plus près, d'abord, les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de missiles. Voilà. Même, par exemple, les missiles Scalp, ils en ont 10, et je crois qu'il y a eu un accord de Macron pour en donner 40, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà scandaleux. Ça coûte cher d'abord, et puis ça n'est pas notre guerre. Mais même 40 missiles, c'est des missiles qui font, je sais pas, entre 200 et 300 km de portée, ça fait 10 salves. Ça fait 4 salves, pardon. 4 salves de 10. Il semble, d'après les informations dont on dispose, que la salve de missiles américains, il y en a 6 qui sont partis, il y en a 5 qui ont été détruits en vol. Je rappelle que les Russes ont un système de missiles antimissiles qui sont parmi le plus performant du monde. Voilà. Donc, est-ce que ces missiles vont frapper des cibles civiles? C'est un deuxième point à savoir. Est-ce que ces missiles vont frapper à loin en profondeur ou à quelques dizaines, je sais pas, à 20 ou 30 kilomètres? Tout ça est une affaire d'appréciation. Je pense, j'exerce simplement du bon sens. Je pense que les Russes, en tout cas Poutine, qui est un homme extrêmement réfléchi et sensé, qui est un monstre froid, c'est quelqu'un qui ne prend pas de position comme ça à l'emporte-pièce. C'est pas comme Medvedev. Je pense que Poutine, qui est un homme intelligent, va examiner ce qui se passe. Et si les missiles en question, il y en a 5 sur 6 qui sont détruits, et puis que le 6e, il est un peu foireux, et puis qu'il touche une zone inhabitée, j'imagine assez volontiers que Poutine ne va pas déclencher l'apocalypse nucléaire dans le monde. Voilà. Et j'imagine que Poutine, il se disait beaucoup ces jours-ci, enfin aujourd'hui même d'ailleurs, aujourd'hui 20 novembre, à Kiev, l'ambassade des États-Unis a décidé de se fermer. Elle a appelé tous les Américains, les citoyens américains présents à Kiev, à aller se planquer à la moindre alerte parce qu'on attendait. Alors je ne sais pas si ça va peut-être avoir lieu ce soir, je ne sais pas. Mais l'ambassade des États-Unis craignait une attaque massive russe sur la ville de Kiev. Ce qui est, à mon avis, vraisemblable, c'est que si on en reste à ce qui a été fait pour le moment, et il y aura des mesures de rétorsion des Russes, mais je pense qu'à mon avis, ils vont frapper très fort l'Ukraine et à d'autres endroits que d'habitude. Ils peuvent très bien envoyer des missiles destructeurs sur la ville de Kiev, sur le Lvov, qui est tout à fait à la frontière avec la Pologne, etc. Donc il peut y avoir une mesure de rétorsion considérable sans que la Russie ne bascule dans autre chose, c'est-à-dire n'attaque par exemple les pays baltes, ou bien envoie des missiles sur le Royaume-Uni ou sur la France ou sur les États-Unis. Donc il est assez possible, je pèse mes mots, tout ça est bien difficile, mais il est assez vraisemblable, il est en tout cas pas invraisemblable, qu'en fait, on soit devant une espèce de poker menteur, de jeu à qui perd gagne, etc. L'idée qu'il y aurait derrière serait de montrer quand même que les Occidentaux ne vont pas quand même complètement laisser tomber l'Ukraine. Voilà. Mais on n'en sait rien, en fait, hein, parce qu'il faut se mettre dans la psychologie et de Biden et des gens qui sont autour de Biden, et puis de la psychologie de Starmer, le Premier ministre britannique, et de Macron. Alors Macron, on sait qu'il est dingue, donc c'est pas rassurant, mais il dit une chose et son contraire. J'ai vu d'ailleurs que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, justement, a appelé ça elle n'a pas dit qu'il était schizophrène ou qu'il avait une double personnalité. Enfin, elle le pensait très fort, puisqu'elle a dit c'est la politique de l'Élysée, c'est la politique des deux chaises. C'est-à-dire, Macron dit toujours une chose et son contraire. C'est devenu la rigolade générale dans le monde entier. Les gens, ils en prennent, ils en laissent. Hein, voilà. Macron, il s'en fiche un peu, en fait. Mais le problème de Macron, c'est quand même qu'il est à la tête d'un État qui possède l'armement nucléaire. Et nous avons un armement nucléaire qui n'est pas négligeable. Hein, on a quand même 290 têtes nucléaires qui sont, paraît-il, disponibles à tout moment. Rien à voir avec les 5200 ou 5300
ogives nucléaires dont dispose la Russie. Hein. Donc la Russie, c'est 5200, 5400 ogives, je crois, quelque chose comme ça. Et les États-Unis, c'est 500 ou 600 de moins. La France, c'est 290. Voilà. La Chine en aurait 500, mais on ne sait pas très bien. Un petit peu la configuration des forces. Ce qui est en tout cas certain, c'est que la France, là-dedans, elle est en train de perdre des plumes d'une façon considérable. Et c'est que, à supposer, le meilleur des cas de figure, c'est que tout ceci traîne jusqu'au 20 janvier, que Trump arrive, et puis que voilà, les négociations commencent. Elles ont d'ailleurs déjà commencé, semble-t-il. Moi, on me transmet des informations, mais alors j'ai pas forcément le droit de les citer, de les dire, mais enfin, si j'ai bien compris, il y aurait quand même des négociations qui auraient été entamées entre la Russie et puis les équipes de Trump, et puis la Russie aurait fait savoir quelles étaient ses volontés. C'est-à-dire que la Russie, il y aurait une espèce de partition 3 de l'Ukraine, avec l'Ukraine, certaines parties tout à fait à l'extrême occident de l'Ukraine qui pourrait échoir à la Pologne ou même à un morceau à la Hongrie, parce que c'était comme ça, ce pays Ukraine, il y a des petits morceaux du côté de la Ruthénie ou du côté de la Pologne qui ont appartenu à la Pologne ou à la Hongrie. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir certains pays de l'Est qui d'un seul coup trouveraient du charme à la guerre en Ukraine parce qu'ils se referaient un morceau de leurs territoires ancestraux. Tout est possible dans la vie, y compris dans la vie internationale. Et puis il y aura une deuxième partie du territoire qui serait l'Ukraine, ce qui resterait de l'Ukraine après que la Russie se serait servie. Et il y aurait la troisième partie, c'est la partie qui est actuellement occupée par les Russes, c'est-à-dire la Crimée, et puis le Donbass, avec les républiques de Louhansk, de Donetsk, etc. Et on en serait du côté russe à donner les exigences sur un certain nombre de préfectures qu'ils entendent conserver. Voilà. Quant à la partie centrale de l'Ukraine centrale, eh bien, les Russes voudraient que ce pays ne soit ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, et que ce soit un pays neutre, en définitive. Voilà. Pour avoir des garanties de sécurité. Alors, je voudrais, à ce propos, attirer l'attention des gens qui veulent bien m'écouter sur un point qui est très important, mais vraiment fondamental. C'est qu'on essaie de vendre aux Français l'idée qu'il faut faire la guerre à la Russie, que Poutine est le grand méchant loup, au motif que ce serait un nouvel Hitler. D'ailleurs, on dit aussi, là, les médias français laissent aussi entendre que Trump serait un nouvel Hitler. Enfin, tout le monde est un nouvel Hitler à partir du moment où vous n'obéissez pas aux injonctions du journal Libération de Bernard-Henri Lévy et compagnie. Donc Poutine serait un nouvel Hitler. On explique aux Français, il y en a malheureusement énormément qui gobent l'information, que Poutine, en fait, voudrait mettre la main sur l'Ukraine. Très méchant, d'un seul coup, il a décidé de mettre la main sur l'Ukraine, puis après c'est la Pologne, puis après ça serait l'Allemagne, puis après la France. Et je vois des gens qui disent, il y a des gens qui m'insultent, ça y est, c'est encore les accords de Munich, vous êtes un Munichois, etc. Non, il faut tenir bon. Mais les gens qui disent ça, non, ne comprennent absolument rien, mais rien du tout, ni à l'histoire d'ailleurs des accords de Munich, ni la comparaison entre Hitler et Poutine est totalement fausse, parce que Hitler avait manipulé les Occidentaux avec Chamberlain et Daladier avec les accords de Munich, mais celui qui s'est fait manipuler avec les accords de Minsk, c'est Poutine. C'est que Poutine, il est dans la position de Daladier et Chamberlain quand il a accepté les accords de Minsk avec l'Angleterre et la France, et qu'en fait l'Allemagne, et que l'Allemagne et la France avaient bien décidé de ne pas respecter les accords de Minsk. Hein. Donc en fait, quand on nous traite de Munichois, non, pas du tout. Les Munichois, en l'espèce, celui qui avait été Munichois, c'était Poutine qui avait accepté les accords de Minsk. D'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché dans les sphères gouvernementales russes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais revenir sur un point qui est vraiment important parce qu'on n'en parle pas assez. Ce sont les fameux accords d'Istanbul. Vous savez vous savez ou vous ne savez pas, parce que on le sait un petit peu, mais mezza voce, les médias n'en parlent pas beaucoup. En avril 2022, donc l'invasion russe a commencé le 24 février 2022. En avril 2022, donc 2 mois après, il y avait des négociations qui étaient allées assez loin, entre l'Ukraine et la Russie, chapeautées, ça se passait à Istanbul par les autorités turques, mais aussi avec la présence d'observateurs occidentaux, pour savoir comment arriver à un cessez-le-feu. Et les deux parties étaient assez proches du cessez-le-feu. Elles avaient fait
des concessions significatives, très significatives. Par exemple, l'Ukraine avait accepté une demande formelle des Russes qui était qu'elle n'entrerait pas dans l'OTAN et qu'elle resterait neutre. Et les Russes avaient accepté une demande formelle de l'Ukraine qui était que les Russes, en gros, se retireraient des terrains conquis, sauf peut-être la Crimée, mais que simplement il y avait une autonomie, une garantie pour les populations russophones. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous le savez sans doute, celui qui a fait capoter le projet, c'est Boris Johnson. Ce sont les Anglais et les Américains, parce qu'à l'époque, ils pensaient qu'ils pourraient détruire l'armée russe, et donc ils n'ont pas voulu la paix. Ils ont donc fait capoter ces projets d'accord d'Istanbul qui, s'ils avaient été signés, eh bien finalement tout le monde aurait été content, il y aurait eu 600 000 morts en moins du côté ukrainien, 70 000 morts en moins du côté russe. Merci Boris Johnson, merci le Royaume-Uni, merci les États-Unis de Joe Biden. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que si vous regardez ces accords d'Istanbul, vous découvrez quelque chose qui est fondamental, qui correspond d'ailleurs à ce qu'a toujours dit Poutine. C'est que quand il y a un conflit, il faut regarder quels sont les buts de guerre. Quand on entre en guerre, normalement, un pays doit se fixer des buts de guerre et les publier. Or, la Russie a toujours dit la même chose sur ses buts de guerre. C'est d'abord et avant tout d'éradiquer le gouvernement néo-nazi de Kiev et d'instaurer une zone garantie de sécurité, c'est-à-dire que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Parce que pour avoir l'OTAN à la frontière de la Russie est jugé inacceptable. Alors évidemment, certains diront, mais quand même, l'Ukraine est un pays souverain, d'accord. Allez imaginez que le Mexique ou le Canada bascule du côté russe et qu'on installe des bases militaires tout le long de la frontière du Rio Grande au Mexique, vous verriez quelle serait la réaction des Américains. Et ils auraient raison de ne pas l'accepter. Voilà, c'est comme ça la vie internationale. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que Poutine était donc d'accord pour restituer les terres qu'il avait conquises contre cette neutralité et l'absence de l'OTAN. Donc ça veut dire que tout ce qu'on raconte aux Français, toute la propagande qui prête à Poutine le fait d'être un nouvel Hitler, qui dit que Poutine rêverait de conquérir l'Europe, est un mensonge absolument éhonté. C'est pas du tout ça que veut Poutine. Poutine, il veut protéger les populations russes du Donbass et de Crimée qui étaient victimes d'exactions, de maltraitance, de bombardements, etc., etc. Donc ça, il veut protéger. Et il veut par ailleurs avoir une espèce d'État tampon qui soit neutre militairement. Mais Poutine n'a aucune envie de gagner des territoires. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous comprenez le problème de Poutine? C'est le pays le plus grand du monde, 17 millions de kilomètres carrés, avec à l'intérieur seulement 150 millions d'habitants. C'est-à-dire 2,2 fois la France sur un pays qui est 20 fois grand comme la France. La Russie est un pays vide. Donc le problème de Poutine, c'est qu'il n'est pas bête. Il n'a pas envie de se mettre d'aller occuper l'Allemagne ou la France. Enfin, c'est fou de croire ça. Hein, c'est absolument fou. Poutine, il sait très bien comment les Russes seraient accueillis, comme ils ont été accueillis en Afghanistan. Il sait très bien que ce serait un enlisement, il serait obligé de partir d'Ardar. Donc Poutine, il a toujours dit, et la preuve des accords d'Istanbul, qui étaient presque arrivés jusqu'au bout, jusqu'à ce que Johnson les fasse capoter, c'est que Poutine ne veut pas de gains territoriaux, sauf ceux, maintenant, de ce qui était Novorossia, qui a appartenu à la Russie, qui n'appartenait pas à l'Ukraine. Je renvoie ma vidéo sur l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Et Poutine, il veut avoir un État qui ne soit pas dans l'OTAN. Et bien là, si j'ai bien compris, Trump revient au pouvoir, et les Russes, en gros, resservent les mêmes demandes. Voilà, ça n'a pas changé. Sauf que là, ils vont probablement conserver les territoires du Donbass, etc., d'autant plus que les républiques ont été formellement, juridiquement, du point de vue juridique russe, interne, ont été agrégées à la Fédération de Russie, donc il n'y aura pas de machine arrière. Mais ça, à la limite, c'est la faute des Occidentaux, puisque Poutine était d'accord pour rendre ces territoires lors des accords d'Istanbul. Mais vous voyez bien que
Si Poutine était le nouvel Hitler qu'on nous présente dans les médias, il dirait non, non, moi je veux mettre la main par exemple sur la ville d'Odessa qui est peuplée de Russes, rejoindre la Transnistrie, je veux mettre la main sur la ville de Kiev, je veux mettre la main sur toute l'Ukraine, et puis je veux aussi commencer à prendre des morceaux de la Pologne. Ça n'est pas le cas. Voilà ce que je voulais dire sur cette situation aujourd'hui. Alors, il est à craindre en effet que ces mesures soient faites par l'État profond américain qui est en train d'être aux abois, en fait, parce que tout son magistère politique, moral, tout le poids médiatique, tout ça est en train de s'effondrer. Hein. Les médias américains, les grands médias mainstream sont en train de s'effondrer, comme d'ailleurs en France, il y a de plus en plus de médias en France qui quittent Twitter, Le Parisien, Ouest France, etc. Parce que sur Twitter, leurs mensonges ne marchent plus. Parce que Twitter, les gens, maintenant, il y a de plus en plus de gens éveillés et qui ne refusent de regarder ces histoires. Donc je pense que l'État profond est aux abois. Personne, semble-t-il, ne sait où est passé Obama. Il aurait disparu de la circulation. Je ne sais pas où il est. D'ailleurs, Kamala Harris, Hillary Clinton, ils sont complètement... On ne les voit plus. Hein. Et il y a peut-être des espèces un peu de jusqu'au-boutisme. Voilà. Le drame pour la France, c'est qu'on est dirigé par quelqu'un qui est un malade mental, un psychopathe. Tout le monde le sait, il est la risée du monde entier. Et que, par vanité personnelle, eh bien, il pourrait nous emmener dans un conflit qui serait absolument calamiteux pour la France. Alors, je terminerai sur ce point. C'est inimaginable que le Rassemblement national, ou que la France insoumise, ou que même le Parti social, le Parti communiste français, n'ait pas, à l'Assemblée nationale, de lancer tout de suite, là maintenant, une motion de censure du gouvernement français sur l'affaire des missiles Scalp qu'on va envoyer à l'Ukraine. Mais je rappelle que le Rassemblement national, comme d'ailleurs tous les partis qui sont présents à l'Assemblée, soutiennent ouvertement la théorie de l'Ukraine, soutiennent le gouvernement Zelensky. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a en France une énorme majorité, peut-être pas majorité, mais en tout cas une énorme minorité, peut-être une majorité de Français, qui ne veulent pas que la France se mêle de ce conflit, qui d'ailleurs ne la regarde pas, et que ces personnes-là ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Voilà. Ce que l'on fait, la seule chose qui se passe en ce moment, alors le LFI, je sais pas, ils se sont mis aux abonnés absents. S'agissant de ELV, leur grand truc, c'est les affaires de harcèlement entre Julien Bayou avec sa femme ou je sais pas qui, bon bref. Et puis, s'agissant du Rassemblement national, c'est le procès de Madame Le Pen et c'est le bouquin nullissime de Bardella, enfin voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la nullité de la scène politique française, du moins celle qui est autorisée à s'exprimer dans les médias jusqu'à maintenant? J'espère que ça va changer.